Allô! Bienvenue dans cette mini-récup qui couvre le chapitre « La modernisation du Québec et la Révolution tranquille ». Cette période-là, en fait, ce chapitre-là, couvre environ 30 ans. C'est pourquoi on l'a divisé en 3 périodes. La période de l'après-guerre, de la Révolution tranquille et des années 70. On va fonctionner en duo. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir 2 vidéos pour chacune des périodes. En plus de ça, il y a une vidéo qui va présenter le contexte mondial qui est là pendant cette période qu'on couvre. Dans cette vidéo-ci, on va parler de la période de l'après-guerre au Québec. On va se concentrer sur la société et l'économie au Québec. Dans la prochaine vidéo, on ira d'un côté un peu plus politique. Maintenant, on va aller du côté du Québec, du Canada. Donc, comment ça se passait au pays après la guerre? Premièrement, on va y aller du côté de la population. Donc, comment est la population à la suite de la guerre? Eh bien, tu peux voir les petites images ici. Il va y avoir une augmentation de naissances. Et, on le voit, le nombre de naissances est plus grand que le nombre de décès. Donc, il y a plus de naissances que de décès. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la population va augmenter. On va parler d'accroissement naturel. Donc, accroissement parce que ça augmente et naturel parce qu'on parle de naissance. Donc, la population va augmenter. Ce phénomène-là, qui se déroule après la guerre, donc cette augmentation de naissance-là, ça va porter un nom. Peut-être que tu l'as déjà entendu. Donc, on va parler du baby boom. Souvent, on l'entend en anglais. Donc, le baby boom ou le bébé boom. Donc, parce qu'il y a comme une explosion de naissance. L'une des raisons de cette augmentation de naissance-là, c'est dû au fait qu'il va y avoir une augmentation des mariages. Là, tu te dis peut-être, ouais, mais on n'a pas besoin d'être marié pour avoir des enfants. Il faut se replacer dans le contexte. À ce moment-là, à cette époque-là, donc, les gens majoritairement se mariaient avant d'avoir des enfants. Donc, on peut voir là qu'il y a un lien entre les deux. Un autre élément qui va avoir une influence sur la population, qui va faire aussi que la population va augmenter, c'est les migrations. Donc, les migrations, c'est que des gens viennent s'installer au pays ou dans la province. À la suite de la guerre, les règles ou les conditions pour accepter les migrants sont moins strictes qu'avant la guerre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus stricts. Elles sont moins strictes qu'avant la guerre. On a quand même des préférences. Donc, je dis on, je veux dire, il y a quand même des préférences à l'époque pour certaines personnes. Donc, on va accepter les sujets britanniques. Donc, les gens, par exemple, qui viennent du Royaume-Uni ou de l'Australie, donc ils font partie de l'Empire britannique. Les gens qui viennent des États-Unis, les Américains, les agriculteurs aussi. Donc, c'est comme les groupes de personnes qui vont avoir plus de facilité à venir s'installer ici. Reste quand même qu'à ce moment-là, il y a des groupes qui sont plus discriminés par rapport à la migration. Par exemple, les populations asiatiques vont vivre beaucoup de discrimination quant à l'immigration au Canada et au Québec. Il y a aussi une autre catégorie de migrants, ça va être les réfugiés de guerre. Donc, les personnes qui vont avoir perdu, par exemple, leur domicile ou qui ont dû quitter leur pays en raison de la guerre, donc ils vont chercher un nouvel endroit pour vivre. Ça va être ce qu'on appelle les réfugiés de guerre. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact aussi, toute cette immigration-là, sur le pays? Bien, entre autres, ça va créer des quartiers culturels, surtout dans les grandes villes. On va prendre l'exemple de Montréal. Par exemple, le quartier de la Petite-Italie. Donc, ça n'est un exemple. Donc, les gens qui arrivent de l'extérieur, même, vont se regrouper avec les autres personnes de leur pays parce qu'ils se sentent en sécurité. Donc, il y a quelque chose de sécurisant à retrouver les gens qui partagent la même culture. Fait que ça va avoir ça comme effet, ça va créer différents quartiers culturels un peu partout au pays. On va maintenant se diriger du côté de la société de consommation. Donc, la société de consommation, donc on met vraiment de l'avant la consommation de biens et de services.
Après la guerre, donc, il y a le pouvoir d'achat des gens, d'une majorité de gens, qui va augmenter. C'est quoi le pouvoir d'achat? On va lire ensemble la petite définition ici. Le pouvoir d'achat prend en compte les revenus disponibles d'une personne pour déterminer la quantité de biens et de services qu'elle peut acheter. En gros, ça veut dire que plus la personne a des revenus, plus la personne fait de l'argent, et plus elle peut consommer, donc plus elle peut acheter des biens et des services. Pendant la guerre, il y a l'industrie de guerre, avec relativement des bons salaires pour l'époque. Mais on est en période de guerre. Donc, il y a les gens vont se rationner. Donc, ils vont pas consommer énormément parce que on est en guerre. Ça fait que cet argent-là, ben, ils vont la mettre de côté. À la fin de la guerre, le pouvoir d'achat des gens a donc augmenté parce qu'ils ont pu économiser. Donc, maintenant, ils peuvent se permettre d'acheter plus de choses. L'augmentation du pouvoir d'achat va de pair aussi avec le American Way of Life. Donc, les États-Unis, eux, après la guerre, ça va bien aussi parce que la guerre n'a pas eu lieu sur leur territoire, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ils n'ont pas à se reconstruire. Il y a beaucoup la consommation qui va être mise de l'avant, donc d'acheter des biens, de consommer des services qui sont pas essentiels, mais qui apportent des petits plaisirs. Donc, ces biens-là, ces services-là vont être mis de l'avant par la publicité notamment. On va voir un exemple de publicité qu'il y avait, par exemple, au Québec à l'époque. C'est écrit « Monsieur, vous qui aimez la bonne cuisine, offrez-lui une super cocotte. » Et vous voyez la femme qui est toute contente de recevoir son appareil pour faire de la cuisine. Donc, on met de l'avant, d'abord, vous se concentrer sur la consommation, on met de l'avant le fait de consommer. Et maintenant, on n'a plus besoin d'acheter juste le nécessaire. Là, tu peux aller un peu plus dans le superflu, puis ben, tu vas avoir de la bonne bouffe. Tu achètes une cocotte, hey, ta femme elle va te faire des bonnes bouffes, ça va être génial. On peut voir aussi un autre aspect sur la publicité, c'est les femmes souvent qui vont être mises à l'avant-plan dans les publicités, mais vont être mises à l'avant-plan comme les femmes à la maison. Donc, c'est monsieur qui travaille, qui rapporte l'argent et qui va acheter différents éléments pour que sa femme fasse de la bonne cuisine, fasse le ménage. Et on représente toujours les femmes comme étant contentes de ce travail-là qu'elles ont à la maison. Donc, il y a vraiment cet aspect-là aussi qui est mis de l'avant dans ces publicités-là. Revenons donc, pouvoir d'achat qui est plus grand, les gens peuvent consommer plus. On met de l'avant des publicités pour dire « Allez-y, achetez, consommez des produits qui sont pas nécessairement essentiels. » Parce qu'avant la guerre, comme on avait un pouvoir d'achat qui était plus faible, ben on se concentrait sur le nécessaire, donc ce qu'on a besoin pour vivre. Après la guerre, ben là, on peut y aller dans des éléments un peu plus superflus, donc qui sont pas nécessaires, voire pour certains produits, des produits de luxe, comme par exemple la télévision, c'est un produit de luxe à l'époque, on peut acheter de plus en plus des éléments qui nous permettent pas juste de vivre, mais qui permettent d'augmenter notre niveau de vie. Dans le même mouvement, il va y avoir aussi le développement des banlieues. On peut consommer plus, mais là, on a un plus grand pouvoir d'achat, mais on peut peut-être se permettre aussi d'avoir une maison. Donc, on peut s'éloigner de la ville. Les banlieues, ils existaient déjà avant, donc c'est pas quelque chose qui est nouveau de la période de l'après-guerre, mais pendant la période de l'après-guerre, ça va exploser. Donc, il va y avoir vraiment beaucoup de personnes qui vont se diriger vers les banlieues. Donc, ça va vraiment beaucoup se développer. Donc, les banlieues, ben, ça permet aux gens de s'éloigner un petit peu de la ville. L'automobile, qui est de plus en plus accessible aussi, permet donc cet éloignement-là, qui facilite les transports. Donc, les gens ils ont leur maison, ils ont un terrain. Donc, on cherche une qualité de vie qui est peut-être un peu plus supérieure. Ça, c'est un exemple de banlieue. Donc, c'est la banlieue de Sainte-Foy à l'époque. Donc, Sainte-Foy qui était
une banlieue de la ville de Québec. Donc, c'est vraiment là en plein essor les banlieues à ce moment-là. On va maintenant se diriger du côté de l'économie. Donc, pour cette section-là, on va se concentrer sur l'économie du Québec. Tu dois savoir qu'à ce moment-là, donc dans la période de l'après-guerre, après 1945, le premier ministre du Québec est Maurice Duplessis. On va en parler un peu plus de son gouvernement dans la prochaine vidéo, mais pour l'instant, ce que tu dois savoir, c'est que c'est lui le premier ministre. Maurice Duplessis met de l'avant le libéralisme économique. Donc, c'est quoi ça, le libéralisme économique? Donc, le libéralisme économique, ça met de l'avant l'entreprise privée pour faire rouler l'économie. Donc, on veut le moins possible que l'État intervienne dans les affaires économiques, donc dans l'économie. Pour ce faire, le gouvernement peut mettre différentes choses de l'avant pour favoriser l'implantation des entreprises privées dans la province. Par exemple, de faire des réductions d'impôts pour les entreprises. Donc, c'est différentes choses comme ça qui peuvent être mises en place pour attirer les entreprises. À la sortie de la guerre, on doit continuer à faire rouler l'économie. Mais là, on était dans une entreprise, pas dans une entreprise, mais dans une industrie de guerre. Mais là, la guerre est finie. Donc, ça prend d'autres industries pour continuer à faire rouler l'économie. On va se tourner notamment au Québec vers l'exploitation des ressources naturelles parce qu'il y en a quand même beaucoup sur le territoire. Et ça va permettre aussi de pouvoir exporter ces différentes ressources-là. Je vais te montrer une petite carte qui présente différentes ressources naturelles qu'il y a sur le territoire québécois et l'exploitation de ces ressources-là. Donc, on voit qu'on a l'exploitation sur le territoire du Québec, il y a différentes exploitations de différents minéraux. Par exemple, dans le coin de Thetford Mines, il y a l'amiante. Dans le coin de l'Abitibi, il y a différents minéraux. On voit aussi les carrés blancs, là, c'est des usines de pâte et papier qui se situent sur, normalement, proche des cours d'eau pour utiliser la force de l'eau pour faire rouler ces usines-là. Donc, tu vois aussi des gouttes d'eau, donc des centrales hydroélectriques. L'hydroélectricité se développe de plus en plus. Donc, on va vraiment là, développer l'exploitation des ressources naturelles dans ces années-là. Ça va avoir certaines conséquences sur les populations autochtones qui ne seront pas consultées nécessairement lorsque il y a quelque chose qui va être mis en place sur leur territoire. Par exemple, lorsque le gouvernement met en place un barrage hydroélectrique, eh bien, ça peut inonder des terres. Donc, ça a inondé des terres autochtones. C'est des populations qui ont dû se déplacer, donc de leur terre ancestrale, ils ont dû aller ailleurs. Donc, ça crée quand même certains problèmes avec les populations autochtones. Je vais te poser une petite question avant de continuer. Donc, vrai ou faux? Avant 1945, la majorité des exploitations agricoles n'ont pas accès à l'électricité. On est toujours au Québec. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est vrai. Avant 1945, la majorité des exploitations agricoles au Québec n'ont pas accès à l'électricité. C'est sûr que c'est plus difficile à ce moment-là de faire des grosses productions. Donc, dans les années qui suivent la guerre, dans la période de 1945 et les années qui suivent, on va parler du phénomène de modernisation de l'agriculture. Donc, la modernisation de l'agriculture. On veut aller vers des pratiques qui vont permettre d'avoir un meilleur rendement parce que dans les années 40, on est surtout dans une agriculture de subsistance, donc traditionnelle. On n'a pas accès pour la majorité à l'électricité. Donc, ça fait que on produit pour notre famille, puis c'est pas mal ça. Donc, on est vraiment dans une agriculture de subsistance. Dans les années 50, il commence à y avoir des gens qui quittent les campagnes pour aller vers les villes où les conditions d'emploi sont souvent meilleures et le niveau de vie en ville
commence à être meilleure. Donc, il y a des gens qui sont attirés par ça. Donc, on sent un phénomène d'exode rural. Les gens quittent les campagnes. Maurice Duplessis, le premier ministre, qui est quelqu'un de très conservateur, qui a des valeurs traditionnelles, donc qui prône vraiment le retour à la terre, le travail agricole, le fait de vivre en campagne. Comme ce sont des valeurs qui lui sont chères, il va travailler en faveur, en fait, de l'agriculture. Donc, il va mettre en place différentes choses pour que cet exode-là cesse, puis pour que les conditions de vie des agriculteurs soient meilleures. Par exemple, il va mettre en place différentes subventions pour les agriculteurs pour qu'ils puissent moderniser, par exemple, leurs équipements, qui peut aider. Donc, il va faire en sorte que le travail va être de plus en plus facile et puis qu'ils vont pouvoir produire de plus en plus. Il y a aussi l'électricité. Donc, dans la question que je viens de te poser, en 1945, la majorité des fermes, ils n'ont pas accès à l'électricité. C'est sûr que c'est plus difficile pour moderniser ces équipements. Donc, ce que Maurice Duplessis va faire, c'est qu'il va mettre de l'avant un programme d'électrification des campagnes qui va commencer là après les années 1945. Il va mettre ça en place tranquillement. Donc, on va électrifier les campagnes. Ça veut dire, Maurice Duplessis et son gouvernement vont électrifier les campagnes. Donc, ils vont donner accès à l'électricité dans les campagnes. Donc, ça va se faire tranquillement. Et ça, ça permet vraiment de moderniser l'agriculture parce que ça donne accès à de meilleurs équipements. Ça permet d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, là, un meilleur rendement. Donc, maintenant, on n'est plus juste dans l'agriculture de subsistance. On crée des surplus. On a des surplus, donc on peut vendre. Donc, on peut faire des profits avec ça. Les agriculteurs, certains vont avoir des industries laitières, donc ils vont produire du lait qu'ils vont pouvoir vendre. Il y a le développement aussi des industries bovines, donc les fermes avec des bœufs pour la viande, etc. Donc, ça va vraiment permettre de moderniser l'agriculture et de permettre aux agriculteurs de faire des surplus et de pouvoir les vendre. Donc, c'est un élément qui va être important aussi là, dans l'économie du Québec. C'est ce qui termine cette mini-récup sur la période de l'après-guerre, la première des deux vidéos. Donc, on s'est concentré un peu plus sur l'aspect économique ainsi que sur la société. Donc, le baby boom du côté de l'économie, on a parlé des exploitations minières, entre autres. Dans la prochaine vidéo, on va se concentrer un peu plus sur la politique. Donc, comment ça fonctionnait sous le gouvernement de Maurice Duplessis.